Allez, on plonge aujourd'hui au cœur de l'ancienne Médina de Fès. Imaginez un peu l'ambiance, une lumière douce, dorée, un vrai coucher de soleil de fin d'été. C'est exactement l'atmosphère de cette nouvelle exploration littéraire où l'on va décortiquer les chapitres 9 et 10 de la boîte à merveilles. Et c'est un moment charnière parce que la fin de l'œuvre est marquée par un drame. On a la perte soudaine du capital familial et le départ vraiment douloureux du père, qui doit partir travailler comme moissonneur. C'est la fin d'une époque, une fin profondément poétique et hyper nostalgique pour notre jeune héros. Cette atmosphère si paisible, c'est tout simplement la clôture d'un immense voyage intérieur. Mais attendez, avant même de parcourir ces ruelles chargées d'émotions, il y a une question fondamentale qui s'impose d'emblée. Pourquoi cette boîte à merveilles est-elle si importante? C'est littéralement la clé de voûte de toute l'histoire. Ce n'est pas juste une petite boîte en bois, remplie de vieux bibelots, pas du tout. C'est le cœur battant du récit. Gardons bien cette question en tête, car la réponse est beaucoup plus profonde qu'elle n'y paraît. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. 1. Le crépuscule d'un voyage. 2. L'éveil de Sidi Mohamed. 3. Le secret de la boîte. 4. Les thèmes incontournables. Et enfin 5. L'héritage d'Ahmed Sefriou. Et pour ceux qui préparent le bac régional, rassurez-vous, c'est une révision parfaitement structurée. On va maîtriser tout ça sans aucun stress. On attaque donc tout de suite avec notre première partie, le crépuscule d'un voyage. Bon, entrons dans le vif du sujet. On assiste ici à un moment totalement suspendu entre la réalité et l'imagination. Dans ces chapitres 9 et 10, le quotidien frappe la famille de plein fouet. Le père, Mahalem Abdeslam, perd tout son argent et doit quitter la ville pour aller s'épuiser au champ, plongeant la maison dans une tristesse absolue. Et face à cette dure réalité, face au désespoir de sa mère, le petit Sidi Mohamed arrive au bout de son parcours initiatique. Que fait-il ? Eh bien, il se réfugie plus que jamais dans sa tête, dans son univers mental. C'est vraiment cet équilibre, cette suspension entre la tragédie familiale et l'évasion par la pensée qui rend cette fin de roman si bouleversante. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'éveil de Sidi Mohamed. La progression psychologique de ce garçon est fascinante. Au tout début de l'histoire, la petite enfance, c'est vraiment le règne de la solitude, un gamin isolé dans ses rêves. Mais on observe une vraie transformation. Au chapitre 9, cette solitude devient une capacité d'observation hyper pointue. Il commence à décrypter le monde des adultes avec une clarté étonnante. Et puis, au chapitre 10, bam, c'est la maturité. Quand il voit sa mère pleurer après le départ du père, il ne pleure plus juste pour lui-même, il partage leur peine. Il fait preuve d'une empathie incroyable. C'est vraiment le passage de la naïveté à la pleine conscience. Passons à la troisième partie, le secret de la boîte. Il est grand temps de répondre à notre question du début. Et ça illustre parfaitement l'essence même du roman. La boîte est un refuge psychologique. Elle incarne la toute-puissance de l'imagination, la sauvegarde de ses souvenirs, et surtout un vrai sanctuaire intérieur pour faire barrage au monde extérieur. C'est un argument en or à retenir pour l'examen, parce que c'est justement pendant cette période d'absence cruelle du père que la boîte révèle sa vraie magie. Dans l'obscurité, elle dégage une poésie qui vient littéralement réchauffer et protéger l'âme de cet enfant. Quatrième partie de notre analyse, les thèmes incontournables de l'œuvre. Tout cet univers narratif, il tient sur 4 piliers bien solides. L'enfance, la solitude, la spiritualité et l'imagination. Et quand on y réfléchit, c'est dingue de voir à quel point ils sont liés. Impossible de séparer l'enfance de l'imagination, et la solitude nourrit directement cette spiritualité. C'est un écosystème total ultra cohérent. Ce qui est vraiment captivant à retenir ici pour les révisions, c'est le détail de ces thèmes. D'abord, l'innocence de l'enfance, qui transforme n'importe quel petit objet en trésor absolu. Ensuite, on a le poids de la solitude, qui devient très tragique avec le départ du père. Puis, la vie spirituelle. On le voit avec Lala Zoubida, la mère, qui court les marabouts dans l'espoir de trouver un miracle face à leur ruine. Et bien sûr, le pouvoir infini du rêve, qui vient toujours sauver notre jeune héros. Ce sont des clés d'analyse redoutables pour briller le jour de l'épreuve. On arrive déjà à notre cinquième et dernière partie, l'héritage d'Ahmed Sefrioui. Alors, le point crucial, c'est ce parallèle entre Sidi Mohamed, notre petit héros fictif, et Ahmed Sefrioui, l'auteur bien réel. Parce que oui, cette œuvre est profondément autobiographique. Les souvenirs d'une vraie enfance passée dans les ruelles de Fès ont directement nourri l'histoire. Et c'est cette authenticité, ce vécu palpable, qui donne une charge émotionnelle aussi puissante à l'ensemble du livre. Il y a cette phrase formidable qui résume tout. Ahmed Sefriou transforme les souvenirs d'enfance en un univers rempli d'émotions et de poésie. On dirait presque la fin d'un vieux film. Imaginez le livre qui se referme doucement sur une table en bois, dans la pénombre. L'histoire s'achève, le père finit par revenir et le quotidien reprend sa place. Mais la poésie, elle, reste gravée. C'est la signature des très grandes œuvres. Pour terminer, gardons cette idée en tête. Au fond, comment nos propres souvenirs d'enfance façonnent-ils notre monde intérieur ? Parce que comme Sidi Mohamed, on a tous en nous un petit sanctuaire fabriqué à partir de nos vieux souvenirs. Ce livre,
au-delà du Maroc des années 20, c'est une histoire universelle sur la façon dont on se construit. J'espère que cette réflexion vous donnera envie de vous replonger dans vos propres boîtes à merveilles. Merci d'avoir partagé ce moment de poésie et à très vite pour une prochaine découverte littéraire.